Bonjour à tout le monde. Euh, je, je suis très contente de vous revoir, même si je suis un petit peu gênée. Mais en réalité, aujourd'hui, je vous propose une séquence d'à peu près une demi-heure, et oui, il va falloir s'accrocher, sur tous les exploits d'Ulysse. Ulysse qui a été dénommé par Homère le rusé Ulysse, Ulysse ou mille ruses. Et son histoire est super intéressante. Et après cette séquence, je vous proposerai quelques questions pour voir si vous avez bien suivi. Pas les questions les plus compliquées, bien entendu, mais c'est pour ouvrir un nouveau format. Et j'espère que ce format va vous plaire, parce que, ma foi, c'est vrai que ce sera un peu compliqué de s'accrocher à suivre les histoires. Mais je me suis assez bien amusée à le faire, même s'il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de journées, beaucoup d'énergie. Et ne vous découragez pas. J'espère avoir du retour et que vous partagerez parce que vous aimerez. Et voilà, donc maintenant je pense que je vais faire des vidéos de ce style à peu près 3 ou 4 fois par an. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la fin de la vidéo. Donc bonne écoute et ne vous étonnez pas si au début ça ressemble plus à un podcast illustré. Mais c'est la partie qui concerne la fin de l'Iliade. Et puis après, il y aura, après 3 4 minutes, il y aura l'histoire qui se rapporte à l'Odyssée, donc en deuxième partie. Voilà, bon amusement, bonne écoute et à bientôt. Je me trouve ici devant un défi de taille. Comment résumer, mais surtout faire apprécier des milliers de vers provenant de deux chefs-d'œuvre de la littérature mondiale? Et même si je regrette grandement de ne pas avoir lu l'œuvre originale, puiser à la source comme je l'aurais voulu, lorsque, en vacances à Lisbonne, j'aperçus l'œuvre d'Homère en grec dans une vitrine, et que je suis entré pour savoir s'il ne l'avait pas en français, j'ai pu puiser la matière dans des sources variées, BD, livres de vulgarisation et quelques lointains souvenirs de mon adolescence lorsque j'étais en humanité gréco-latine. Mais commençons par poser le cadre en expliquant pourquoi Ulysse a été dénommé Ulysse aux mille ruses par Homère et pourquoi le mythe nous le dépeint comme un protégé de la déesse Athéna. Tout d'abord, il faut savoir que c'est Ulysse qui alla trouver Achille pour le faire quitter les rivages de la Grèce et prendre part à la guerre de Troie où ce dernier, Achille, devait trouver la mort, prédiction dont il était tout à fait au courant. Mais pour convaincre son ami, Ulysse n'eut pas à faire preuve de ruse ou d'aptitude particulière, car le valeureux Achille préférait une vie courte mais glorieuse à une longue vie sans exploit. Toutefois, quand Achille mourut, frappé par la lance de Paris dans le fameux talon, la discorde régna une fois de plus dans le camp grec des assiégeants de Troie. Un des héros grecs, Ajax, mort de rage contre les chefs grecs pour une question d'honneur personnel, voulut les tuer, mais frappé de folie par Athéna, il tua du bétail et se suicida. C'était sans doute une des divisions de trop au sein du camp grec, car on chargea Ulysse de s'emparer des Lénos, un devin troyen. Non seulement Ulysse s'en empara des Lénos, et à partir de là, suite aux prophéties du devin, la chute de Troie était inéluctable, mais en plus, accompagné de Diomède, Ulysse s'empara de la statue de Pallas Athéna qui protégeait la ville de Troie. Mais là où Ulysse fait véritablement étalage de tout son génie, c'est dans le fameux stratagème du cheval de Troie. Mais si on sait tous que des guerriers grecs s'étaient réfugiés dans les entrailles du cheval, qui fut par la suite emmené dans l'enceinte de la ville pour, pendant la nuit, laisser s'échapper les guerriers grecs qui ouvrirent les portes de la cité à leurs compagnons qui avaient fait mine de lever les voiles et de s'enfuir et qui étaient revenus à la faveur de la nuit, connaît-on la ruse d'Ulysse qui permit ce fait, au-delà du risque que les Troyens décident, ni plus ni moins, de brûler l'idole de bois des Grecs sans même la faire pénétrer dans leur cité. À l'instigation d'Ulysse, les Grecs laissèrent Sinon sur les plages de Troie, et c'est comme s'il avait été une victime pour s'assurer un bon retour par-delà les mers. Mais bien sûr, sur les instructions d'Ulysse, Sinon savait tout ce qu'il fallait dire aux Troyens pour les convaincre de faire entrer le cheval dans l'enceinte de la cité et créer leur perte. Hello,
Cette célèbre citation se doit, selon moi, d'être nuancée. En effet, l'Odyssée est loin d'être un voyage d'agrément. Pour de chouettes vacances, on repassera. L'Odyssée commence par la requête d'Athéna auprès de Zeus. En effet, cette très sage déesse se désespère pour son favori, Ulysse, qui est le seul des héros grecs à ne pas encore être entré au pays 10 ans après la chute de Troie, après la victoire des Grecs. Aussi, Zeus décide-t-il d'apaiser la colère de son frère Poséidon, le maître de l'océan, qui poursuit effectivement très bien Ulysse de son courroux depuis 10 ans et la fin de la guerre de Troie. Et cela est raconté par Ulysse lui-même à un banquet royal qui est donné en son honneur par Alkinoos, le roi des Phéaciens et père de Nausicaa au bras blanc, qui avait, elle, découvert Ulysse sur la plage, abandonné, tout nu comme un ver, isolé. De même, il faut savoir que Ulysse avait été découvert par Nausicaa au bras blanc sous un olivier, qui est l'arbre de prédilection d'Athéna. Nous nous trouvons ici pour le tableau des Kykones, sur le rivage en face de la rive de Troie, en fait sur le chemin maritime le plus logique entre Troie et Ithaque, et Ulysse en fait n'a pas encore dévié de son chemin. Il raconte à son hôte que son cœur était rempli d'espoir et de bonheur à l'idée de revoir les siens, et il avait encore tous ses soldats avec lui. Mais c'est quand même une histoire assez bizarre chez les Kykones, parce que pour nous, conscience actuelle, conscience moderne, il n'est pas bien d'aller piller les gens qui n'ont rien fait. Et ici, Ulysse donne le feu vert à ses hommes pour aller piller et commettre de nombreux méfaits, juste pour se remplir la panse, on va dire. Hein. Donc, mais morale de l'histoire, en fait, alors qu'Ulysse exhorte ses hommes à arrêter, parce que les Kykones peuvent revenir plus nombreux pour se venger et donc pour se défendre, et que ces hommes désobéissent, eh bien effectivement, Ulysse est contraint de fuir avec les survivants, car les Kykones sont effectivement venus pour se venger et donc assassiner les hommes d'Ulysse, mais pour nous en fait ce serait une morale tout à fait logique. Le deuxième tableau concerne le pays des lotophages, un pays très étrange, une île où les lotophages se nourrissent d'une certaine plante, le lotos. J'en parlerai un peu plus tard. Et en réalité, nous trouvons ici fort loin de la terre d'Ithaque, loin de la route maritime rêvée par Ulysse pour retourner directement dans sa patrie. Donc on se doute qu'il y a eu un couac quelque part. S'agirait-il d'un châtiment divin pour avoir commis des exactions au pays des Kykones? Mais prudence, car il s'agit ici d'une relecture moderne. Quoi qu'il en soit, même si le compagnon d'Ulysse, Euryloque, juge qu'il s'agit d'un endroit tranquille, c'est un endroit dangereux. En effet, lorsque les soldats d'Ulysse ont goûté la fleur de lotus, douce comme le miel, eh bien toute volonté a disparu de leur esprit, dont celui de retourner dans leur patrie. Donc Ulysse a été contraint de les prendre de force pour les ramener à bord du navire. Et donc, si Ulysse a repris de force ses compagnons, moi je trouve qu'il aurait bien mieux fait de les laisser tranquilles dans cette île
parce que en réalité, les compagnons d'Ulysse étaient voués d'avance à périr tous au cours de l'aventure. Évidemment, Ulysse ne le savait pas, et pour ce que j'en dis, quoi qu'il en soit, cet épisode, donc au lotophage, me fait vachement penser aux 12 travaux d'Astérix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ici, ce tableau, je l'adore, je l'ai déjà raconté et ça me replonge dans mon enfance, les humanités gréco-latines. Et en fait, remarquez qu'on est en présence d'une population, enfin une population, un individu, le cyclope Polyphème, qui bafoue allègrement la valeur sacrée des Grecs, l'hospitalité. Et comment fait-il? Comment bafoue-t-il si bien ou si mal l'hospitalité sacrée des Grecs? Eh bien, au moment où Ulysse et ses compagnons demandent le gîte et le couvert, l'hospitalité, il leur répond tout simplement en écrasant la tête d'un des compagnons après l'avoir saisi à pleine main, l'avoir fracassé et il l'a mangé. Et il réservait le même sort à tous les Grecs, tous les compagnons d'Ulysse. Donc voilà quand même quelque chose C'est très d'assez... trash. Ulysse, tellement rusé, tellement vanté pour sa ruse, était parfois aussi imprudent. Ça va commencer par, au contraire, un signe de prudence quand il dit à Polyphème qu'il s'appelle personne. En effet, c'est très rusé, car au moment où Ulysse et ses hommes ont fait les premiers torts à Polyphème, Polyphème cria au secours auprès de ses frères les Cyclopes, et les Cyclopes vinrent et ils demandèrent, mais qu'est-ce qui c'est qui te tourmente, Polyphème? Polyphème répondit donc, personne ne me tourmente. Mais il y a une différence entre personne avec une majuscule et personne avec une minuscule. Dans ce cas-là, évidemment, les cyclopes ne comprirent pas que c'était un nom propre, et ils le raillèrent, ils s'en allèrent en disant, en raillant, voilà, écoute, Polyphème, pourquoi est-ce que tu nous déranges si personne ne te tourmente? Mais là où Ulysse a fait preuve d'imprudence et peut-être probablement aussi d'orgueil, c'est quand tout fut terminé, qu'il fut à bord des navires avec ses hommes, où il cria bien fort, Polyphème, Polyphème, sache que celui qui t'a fait tout cela, c'est Ulysse d'Ithaque. Et là, c'était vraiment pas très rusé, pas très malin, parce que Polyphème, là, il a appelé son père Poséidon au secours, et comme c'était le dieu de la mer, il a dit, fasse que Ulysse ne rejoigne jamais sa patrie Ithaque, ou que s'il rejoint sa patrie, ce soit sans ses hommes, qu'ils soient tous morts, et que ce soit très bien des déboires, et que des malheurs l'attendent encore dans sa patrie. Et effectivement, suite à cette malédiction, Ulysse a encore connu bien les déboires jusqu'à son retour à Ithaque, puisque là on est au début de son retour, simplement, il restait encore 9-10 ans à accomplir, voilà. Et effectivement, donc la malédiction de Polyphème s'est avérée exacte. Pour ce quatrième tableau, nous nous trouvons dans l'île de Circé, la terrible sorcière qui est tellement connue. Et il faut savoir qu'il s'agit déjà de la troisième île de l'Odyssée. Alors, qui parmi les hommes d'Ulysse cette fois-ci doute de la pertinence d'aborder sur le rivage? Il s'agit du fidèle Euryloque, le compagnon d'Ulysse. Que se passe-t-il? Eh bien, les compagnons qui s'avancent trop loin dans l'île, qui rencontrent Circé, sont transformés en cochons par la terrible sorcière. Mais ça aurait pu être en chèvre ou en bouc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et comment Ulysse s'en sort-il cette fois-ci? Eh bien, c'est grâce au dieu Hermès, le dieu messager de Zeus, qui lui offre une herbe protectrice. Il lui dit également, Hermès à Ulysse, mange de cette herbe, bien entendu, menace Circé une fois qu'elle t'aura jeté son sort, et surtout quand elle aura réalisé que ça ne marche pas. Ensuite, partage ta couche avec la sorcière, avec Circé, pour pouvoir récupérer, délivrer tes compagnons et retourner vers la liberté. Et quid ensuite? Eh bien, Ulysse menace Circé, il lui fait l'amour et il reste un an auprès d'elle. Un peu comme s'il avait succombé finalement à ses charmes plutôt qu'à sa sorcellerie. Mais après un an, il est temps de reprendre la route
Et là, Circé succombe à la force de persuasion d'Ulysse. Elle lui dit plusieurs choses, notamment que Ulysse doit maintenant se rendre au royaume des morts, consulter l'ombre, c'est-à-dire l'esprit du devin Tirésias. Après cela, il y aura encore d'autres aventures, comme elle le dit, et il devra notamment passer par Charybde et Scylla. Petite interlude touristique. Je suis assez fière de ma région quand même. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais ici, donc, Malagne la gallo-romaine, c'est à Rochefort, en Belgique, pas loin de Marchand-Famenne où j'habite, à quelques kilomètres en réalité, pas loin de Ciney, pas loin de Ans-sur-Lesse. Et c'est dans une région très belle qui borde l'Ardenne, qu'on appelle la Famenne. C'est la bande calcaire de la Calestienne, où il y a énormément de karstes et de grottes. Donc dans cette région même, il y a Ans-sur-Lesse, Rochefort, Othon, mais aussi plus loin, vers la frontière allemande, près de Liège, Comblain, la grotte de Comblain, la grotte de Remouchant, plus vers la frontière française, la grotte de Neptune, la grotte à Couvert, et plus au nord, la grotte la merveilleuse de Dinan. Et donc c'est une région classée géoparc UNESCO, donc reconnue par les géoparcs d'UNESCO. Et franchement, c'est très intéressant d'un point de vue tant social que culturel, que de l'environnement, les événements, les fêtes, le savoir-vivre, le savoir-manger, le savoir boire aussi. N'oublions pas qu'en Belgique, on mange de la bière, on mange de la bière, on boit beaucoup de bière, j'en ai pas bu, hein. On mange du chocolat, on mange du fromage, etc. etc. C'est très intéressant, donc venez vraiment ici, je ne peux que vous appeler à découvrir cette région vraiment, vraiment géniale. Voilà, elle est super. Et donc Circé avertit Ulysse qu'il doit descendre chez Hadès, et comme Ulysse n'a pas froid aux yeux, et c'est un véritable héros, il n'a pas peur d'y aller, descendre au fin fond de la terre. D'ailleurs, quand il reviendra auprès de Circé à la fin de ce tableau, eh bien Circé lui dira comme c'est audacieux de ta part, Ulysse, d'être descendu au royaume de la déesse, il suffit à la plupart des hommes d'avoir une seule mort, et toi tu en auras eu deux. Enfin voilà, aux enfers, Ulysse rencontre trois personnes particulièrement importantes pour lui: Achille, sa maman, la maman d'Ulysse, et le divin Tirésias. Alors, avec Achille, est-ce vrai ou est-ce pas vrai, je n'en sais rien. On m'a raconté que Achille se lamente auprès d'Ulysse de son orgueil lorsqu'il était vivant, qu'il voulait absolument prendre part à la guerre de Troie, alors que ça ne lui a rien amené de bon, cette renommée, cette gloire, car maintenant il se retrouve aux enfers à se lamenter. Alors voilà, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais je crois en fait effectivement Homère, le poète que l'on dit aveugle, tout à fait capable d'ouvrir ses yeux, métaphoriquement parlant, à la condition humaine et aux passions des hommes, les passions qui poussent les hommes à faire des choses inconsidérées. Alors du coup, il y a un moment donné dans l'Odyssée où Homère en fait, se décrit. Il se décrit avec la aide d'Hémodocos, qui est donc la aide qui chante les exploits d'Ulysse dans le tableau de la table royale auprès d'Alkinoos, chez les Phéaciens. Et il décrit en fait un poète, un aède, aveugle, et à qui les muses ont ôté la vue, mais ont offert le don d'un chant si doux. Alors moi je pense aussi que c'est une bonne description d'Homère par lui-même euh, à travers cet aède-là, Démodocos, mais
En plus, je pense qu'il était tout à fait capable, notre Homère, de distiller l'air de rien, l'air de ne pas être touché, des leçons, des leçons de morale. Par exemple, ici, bon, l'orgueil, bon, à quoi ça sert, quoi, finalement. C'est un petit peu ça, je pense, la leçon de l'histoire avec Achille, et donc la rencontre d'Ulysse avec Achille aux enfers. Euh, alors après, Ulysse voit sa maman qui a beaucoup de chagrin et qui est morte de chagrin car elle ne revoyait pas revenir son fils. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'explications que cela, c'est assez clair, les sentiments humains qui sont là derrière et qui sont tout à fait intemporels et universels. Également, il y a également le devin Tirésias qui dit à Ulysse que s'il n'est toujours pas rentré à Ithaque, c'est parce qu'il est poursuivi vraiment par la colère du dieu Poséidon, vu que Polyphème s'était plaint auprès de son père du mauvais traitement qu'Ulysse lui avait réservé. Et donc, le devin dit aussi à Ulysse que, en fait, il reverra Ithaque, mais il y a de nombreuses épreuves qui l'attendent encore. Et puis, il l'avertit, lui et ses hommes, donc par la bouche d'Ulysse, les hommes d'Ulysse, qu'ils vont devoir aller encore se reposer sur une terre où ils rencontreront les troupeaux du dieu Hélios, mais qu'il faut surtout pas toucher à la viande de ce troupeau, sous peine de mort. Alors voilà, Ulysse il retourne auprès de Circé, et puis après il y a quelques petites aventures. Mais pour revenir au troupeau d'Hélios, ce que je voudrais dire, c'est que au moment où effectivement Ulysse et ses hommes ont atteint le rivage des troupeaux d'Hélios, Ulysse avait bien sûr averti ses hommes, il les a fait jurer de ne pas s'en prendre au troupeau. Ils avaient juré, tout ça, mais quelques jours après, avec la famine, le fait que la chasse ne produisait absolument plus grand chose de bon. Au moment où Ulysse était endormi, selon une version, en prière selon une autre, ses hommes, et surtout Euryloque, a incité les hommes d'Ulysse à manger le troupeau d'Hélios, malgré l'interdiction formelle. Et Euryloque avait dit, pour ce qui est de la malédiction, on va convenablement sacrifier une partie des troupeaux aux dieux, et en plus nous édifierons un temple une fois rentrés chez nous, donc pas de danger. Évidemment, quand Ulysse est revenu et qu'on lui a appris, qu'il a vu que ses hommes ont mangé le troupeau un petit peu au nid, eh bien, il était horrifié et ils ont repris la mer ensemble. Et là, évidemment, tout le monde s'est retrouvé euh, naufragé. Il y a eu un naufrage terrible et tous les hommes d'Ulysse sont morts car tous avaient goûté à la chair qu'il ne fallait pas. Et Ulysse lui-même s'est retrouvé aéré, il était sur un radeau, il a été attiré par Charybde et donc il a réussi à s'en sortir, rejoindre Circé plus loin pour la suite de ses aventures tout seul comme un malheureux naufragé. Nous nous trouvons ici, comme pour le tableau précédent d'Ulysse chez Hadès, au fond des Vaux, à Marche-en-Famenne. Et ici, je vais vous parler des derniers tableaux, où je ne vais pas épiloguer car ce n'est pas fort nécessaire. Et ces derniers tableaux, je vais vous les présenter en deux temps. Premier temps, maintenant. Alors qu'Ulysse revient auprès de Circé, après être descendu aux enfers et avoir croisé toutes ces ombres, Circé le prévient des derniers dangers. Il y avait entre autres le passage des sirènes. Circé prévient Ulysse qu'il faut absolument mettre de la cire d'abeille dans les oreilles pour ne pas entendre leur chant mélodieux, ainsi que leurs promesses irrésistibles. Mais est-ce par orgueil, encore une fois, ou par curiosité? Mais si Ulysse fait bien cela pour ses hommes, lui demande qu'on l'attache à un mât pour écouter le chant des sirènes. Et ces sirènes, qui seraient au départ au nombre de 3, certains disent 2, eh bien, selon certaines versions, et vous remarquez qu'il y a beaucoup de versions différentes dans bien des histoires antiques, pour une version, les sirènes seraient en réalité des oiseaux, des oiseaux d'un type étrange en effet, mais les muses auraient arraché leurs plumes après un concours de chant que les muses auraient gagné contre les sirènes, et elles en auraient fait une couronne.
Alors voilà, donc l'histoire des sirènes, on sait bien que ce fut une épreuve terrible pour Ulysse. Bah, il a été puni pour sa curiosité, hein, d'accord, ou son orgueil, c'est selon. Puis ensuite, Charybde, la fille de Gai et de Poséidon, et s'il a un chien à 6 têtes et 12 pattes, Circé dit que 6 de ses hommes mourront dans cette passe. Vous imaginez le sang-froid, et je dirais même plus, l'absence de sentiment quasiment, la carapace que Ulysse doit avoir pour faire face à cette révélation. Quoi qu'il en soit, il continue bien entendu son chemin. Et à la passe, eh bien, il perd ses 6 hommes. Ensuite, il aborde sur les rivages où paissent les troupeaux d'Hypérion. Les hommes d'Ulysse ayant tous mangé jusqu'au dernier les troupeaux d'Hypérion, tous les hommes d'Ulysse jusqu'au dernier, ils étaient donc bien condamnés à mort, leur sort était scellé. Et donc, en réalité, c'est pour cela que lorsqu'ils ont tous repris la mer avec Ulysse, eh bien, ils ont fait naufrage. Et Ulysse a été le seul rescapé de ce naufrage. Ensuite, il a été ballotté par les flots de l'océan. Après 9 jours à avoir été ballotté dans les flots, sur son radeau, Ulysse s'échoua sur l'île de Calypso, une nymphe qui lui offrit l'immortalité. Elle vivait dans une caverne et je vais vous lire un extrait aussi de l'environnement merveilleux qu'il y avait là dans l'île de Calypso. Une vigne entourait l'entrée de sa caverne. À côté, des bouquets serrés de persil et d'iris poussaient dans un pré qu'arrosaient 4 rivières aux eaux limpides. Et donc, en plus de cet environnement enchanteur, Calypso offre l'immortalité à Ulysse à la seule condition qu'il reste près d'elle, ce qu'il fit pendant 5 ou 7 ans. Et après ce temps, quand même très long, Ulysse finit par se languir et être malheureux. Il se languit de son épouse Pénélope, de son fils Télémaque et très certainement aussi de son chien Argos, et qui sait, pourquoi pas, de ce vieux serviteur Eumée. Et donc à ce moment-là, eh bien, Zeus envoie Hermès pour ordonner à Calypso qu'elle libère Ulysse sans condition. Et on va arriver de nouveau au début de cette aventure que je vous ai contée. Et maintenant, nous sommes à l'apothéose de l'histoire d'Ulysse. Les Phéaciens ont reposé Ulysse sur les rives de Ithaque, sa patrie, et il dort à ce moment-là. Il a un songe avec Athéna qui lui dit qu'il devra encore affronter les prétendants dans son palais qui pillent, qui saccagent et qui veulent la main de son épouse Pénélope. Et que pour cela, elle se propose, elle va en fait le transformer en vieillard pour que personne ne puisse le reconnaître. Pour encore une fois ruser, cette fois-ci c'est une ruse qui vient d'Athéna, donc c'est vraiment toujours des histoires de ruses dans cette histoire de l'Odyssée. Alors Athéna lui dit aussi qu'il devra d'abord aller chez Eumée, son vieil intendant. Et donc Ulysse se réveille, va chez Eumée, et là il a la profonde joie d'être accueilli très très bien par Eumée, alors qu'il n'est qu'un vieillard méconnaissable. Eumée est un brave homme, et pendant que Ulysse reçoit le gîte, le couvert, eh bien son fils Télémaque arrive. Vous imaginez, 20 ans après l'avoir vu la dernière fois, c'était un bébé, maintenant c'est un très beau et fier jeune homme. Donc Ulysse est vraiment sur le cul, quoi, je vais dire. Et à un moment donné, Eumée dit à Télémaque qu'il va auprès de Pénélope, prévenir Pénélope du retour de Télémaque, parce qu'en effet, Télémaque, pendant un certain temps, était parti, poussé par Athéna sur les chemins pour aller retrouver des nouvelles de son père. Malheureusement, il revient sans nouvelles, enfin c'est ce qu'il croit, enfin, il a quand même des nouvelles de Ménélas, mais il sait que Ulysse était prisonnier chez Calypso, mais voilà, il ne sait pas beaucoup plus que ça, en tout cas il ne l'a pas retrouvé. Et donc Eumée s'en va, il va chez Pénélope dire que Télémaque est revenu de ses pérégrinations. Et Ulysse se retrouve seul avec Télémaque et il l'admire, il a là ses yeux qui se trahissent, quoi. Alors Télémaque se demande mais qu'est-ce que t'as, vieil homme, de me regarder ainsi. À ce moment-là apparaît la déesse Athéna derrière Ulysse, et elle se montre et elle dit au jeune homme, ben voilà, si tu te regardes ainsi, c'est parce que c'est ton père que tu attends chercher. Là-dessus, il tombe à genoux comme ça, et il dit, oh père, 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 je t'ai tellement cherché.
Alors, ben voilà, c'est très émouvant, quoi. Donc, et puis ensemble, ils vont au palais, après avoir échafaudé des plans pour se débarrasser des prétendants, des saligots, vais-je dire, c'est pas très sympa comme mot, mais des petits connards, quoi, qui pillaient sa cage le palais en voulant la main de l'épouse d'Ulysse, de Pénélope. Alors, ils arrivent au palais. Et Ulysse, bien sûr, méconnaissable comme un vieillard, donc il se fait railler par cette bande de petits. Bon, voilà quoi, on avait compris. Et qui ne respecte pas la vieillesse, qui respecte rien quoi. Donc à ce moment-là, Pénélope ne peut pas savoir que le vieillard est Ulysse pour que la ruse marche jusqu'au bout. Et en fait, il y a un moment donné où un des prétendants dit à tous les autres: Eh, regardez, Pénélope, elle nous a trompés. Elle a dit qu'elle choisirait son mari une fois que ce qu'elle est en train de tisser sera abouti. Mais en fait, nous, on la voit tisser tous les jours. Effectivement, oui, elle tisse, elle est à sa tâche. Mais la nuit, elle le détisse. Donc, pour repousser le moment où elle nous choisira, elle ne veut vraiment pas nous choisir quelqu'un parmi nous comme futur époux. Alors, elle avoue, quoi. Elle dit: je me languis encore de mon époux, je pense qu'il va revenir, ça et sauf. Et elle dit ça devant Ulysse, donc c'est juste merveilleux, quoi. Mais elle sait pas, quoi. Et Ulysse, il se dit: Oh, brave femme, brave et fidèle femme, et rusée aussi. Donc, voilà, tout le monde est rusé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf les prétendants, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, le vieillard est pris en pitié par Pénélope, qui dit au prétendant: Vous vous rendez compte que vous maltraitez un autre sous mon toit? Via Euryloque, c'est sa servante, donne un bain à ce noble vieillard. Donc Euryloque donne le bain à Ulysse, lui lave les pieds, en tout cas. Je ne sais pas si elle donne vraiment le bain, mais en tout cas, à un moment, elle lui lave les pieds. Et elle reconnaît la cicatrice d'Ulysse qu'il a au pied. Parce que, bon, voilà, enfant, tout ça, et elle s'en est occupée. Et elle se met à pleurer, elle se met à pleurer. Et puis, et là, ben, Euryloque, qui fond en larmes, Euh, Ulysse lui dit: Mais qu'as-tu, vieillarde, à pleurer comme ça? Alors c'est vraiment drôle parce qu'il y a un vieillard, en apparence, qui demande à une vieillarde: Qu'as-tu, vieillarde, à pleurer comme ça? Oh mon maître Ulysse, c'est toi, je reconnais la cicatrice à ton pied. J'ai pris soin de toi quand tu étais enfant, je connais cette cicatrice, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Là-dessus il dit: Chut, il ne faut rien dire, même pas à Pénélope, on va se débarrasser des prétendants. Alors par après arrive l'épreuve pour les prétendants, la célèbre épreuve que Pénélope leur avait imposée, mais c'était à l'instigation d'Ulysse, via la bouche de Télémaque. C'était en fait elle épouserait le prétendant qui serait capable de tendre la corde de l'arc d'Ulysse et euh, de tirer la flèche dans 12 haches pour atteindre une cible. Alors l'épreuve arrive, et donc ils sont tous réunis dans la grande salle de festin, quoi. Donc, et ils essayent tous l'un après l'autre, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent même pas à tendre la corde de l'arc, donc c'est juste incroyable. Et à ce moment-là, le vieillard il arrive: Laissez-moi un petit peu essayer pour voir si j'ai encore la force de quand j'étais jeune. Et sans le moindre effort, il y va et il lance la flèche. Là-dessus, les prétendants qui venaient juste de faire une colère monstre parce qu'ils étaient honteux de ne pas réussir à faire ça. Maintenant, ils avaient raillé le vieillard qui disait: Ouais, je vais essayer moi aussi. Ils avaient raillé, ah ben ils en étaient pour leurs frais. Et donc là, ils sont encore plus vénères. Et ils se disent: Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à ce moment-là, Ulysse commence à se transformer, redevenir un homme d'une quarantaine d'années, dans la force de l'âge. Et Athéna apparaît. Oui, les dieux à l'époque, ils apparaissaient aux humains, ils leur parlaient, communiquaient sans problème. Et donc à ce moment-là, les prétendants savaient que le sort était scellé, qu'ils allaient tous mourir là dans la pièce, d'autant plus que Euryloque, Eumée et Télémaque avaient fermé les portes à double tour. Et donc Ulysse dit: Je vais vous massacrer. Lui et Télémaque, ils se mettent à faire une véritable boucherie. Ils sont tous dettes, l'un après l'autre. Ils savaient bien vraiment qu'ils allaient mourir, parce que voilà, Athéna, voyez Athéna se bat à ses côtés. Et donc après ça,
Pénélope aurait dû être folle de joie et accourir vers Ulysse, mais au lieu de ça, elle est glaciale. Alors Ulysse, il ne comprend pas. Il dit, mais femme, que ce que tu me veux, tu es froide comme de la glace. Fais-moi dresser mon lit, mais t'es froide comme de la glace, je ne comprends pas. Alors qu'il l'avait vu juste un petit peu avant, fidèle et tout et tout. Alors il y a un grand changement d'attitude, c'est juste incroyable. Et mais il comprend pas, il est fâché. Ben allez, fais-moi faire mon lit et qu'on n'en parle plus, basta quoi. Et donc, Penelope dit d'accord, et elle dit à Euryloque, va faire dresser le nid nuptial hors de la chambre. Là-dessus, mais encore plus fâché, là, mais il est dans une colère noire, noire, noire. Ulysse dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé mon lit, tu as osé toucher à mon lit qui était taillé par mes propres mains dans le bois d'un tronc d'un olivier. Mais femme, mais je ne te reconnais pas, quoi, c'est incroyable. À ce moment-là, la rusée Pénélope dit, oh Ulysse, changement total de décor. Oh Ulysse, excuse-moi, pardonne-moi, comprends-moi, mon cœur était serré d'angoisse à l'idée que tu puisses être un imposteur, que tu puisses ne pas être le véritable Ulysse. Mais maintenant je sais que c'est toi, car seul Ulysse pouvait connaître le détail du lit dans le tronc d'arbre. Et viens là mon époux, embrasse-moi. Ils sont heureux, elle enlace son cou de ses bras blancs, et puis c'est un happy end.